Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 8 février. Au sommaire aujourd'hui, rencontre avec celle que l'on surnomme la Mary Poppins de l'enseignement, Nathalie Adams-Perrin, la nouvelle directrice du collège Champitey-Agnon. En sport et en basket, les Suissesses n'ont rien pu faire face à l'équipe russe et se sont inclinés 103 à 47 lors des qualifications pour l'Eurobasket féminin. Retour sur le match en compagnie de Méline Franchina et Laure Margot. En culture, on s'intéresse à l'ouvrage intitulé « Les 50 Suissesses sensationnelles ». On en parle avec la co-auteure Cathy Eyo en plateau. Rencontre avec la nouvelle directrice du collège Champitey-Agnon, celle que l'on surnomme la Mary Poppins de l'enseignement. Nathalie Adams-Perrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez pris vos fonctions en août 2020 dans le défi et dans le contexte particulier que l'on vit. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Ça, c'est une bonne question. Je crois que je suis partie dans l'idée, j'étais toute contente. Champitey, je connais depuis un bon moment, surtout dans la sphère des écoles privées sur la côte. Donc, avec la réputation et tout qui va avec. Donc, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, voilà, ça va être super. Et puis, grande famille, effectivement, parce que c'est une taille d'école de taille humaine, ce qui est vraiment, ça m'a fait très plaisir. Mais je me suis quand même peut-être pas rendu compte de certains obstacles et certains défis que j'allais rencontrer au fur et à mesure ces premiers mois. Mais cela dit, c'est vraiment, j'ai accueilli ça vraiment de bras ouverts et puis de vraiment toujours, comme on dit, dans la joie et le bonheur. Parce que ça, c'est encore plus que jamais maintenant important de faire ça. Alors, on va en parler un peu de ces défis, puisque cette grande famille, comme vous l'appelez, c'est plus de 20 nationalités différentes qu'il a fallu réunir, ramener à l'école. Comment ça s'est passé ? Alors, je pense que surtout, pour moi, c'était vraiment de se retrouver avec la base en commun, c'est-à-dire la passion pour l'enseignement. Au tout début, c'est vrai qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte, j'ai fait connaissance avec toutes ces nouvelles personnes que moi, je ne connaissais pas du tout. Mais derrière masque, donc en fait, finalement, ce qui passe toujours au premier regard, c'est le sourire, c'est le contact humain. Mais déjà, c'est vraiment cette barrière physique qui a fait en sorte que moi, je me suis rendu compte que c'était encore plus important de la communication orale pour veiller à ce qu'on s'est compris, qu'on est vraiment sur la même page et qu'il n'y avait pas des choses qu'on n'a pas, voilà, on n'osait pas dire ou que voilà, on devait découvrir ensemble. Et on rajoute quand même là-dessus, parce que vous avez certainement entendu, je suis de langue anglaise quand même. Donc, il y avait c'est pas une barrière, mais c'est un défi de plus pour assurer qu'il y a quand même, il n'y a pas une barrière de langue qui allait interférer dans la communication. Est-ce que les précautions sont différentes que celles qu'on applique dans des écoles publiques ? C'est une très bonne question. Moi, je pense que là, on est vraiment, c'est comme d'habitude, c'est les gestes barrières, c'est-à-dire on garde la distance, on met le masque. On a fait ça depuis la rentrée au mois d'août, même en gardant la distance dans la classe. Parce que c'est des classes de petite taille aussi. Tout à fait. Voilà, maximum, on a une classe de 16 élèves. Ça, c'est la plus grande que nous avons. Donc, on a aussi des classes qui sont plus petites à 10. Donc, clairement, ça nous permet de vraiment avoir ce luxe d'espace dans une classe plutôt que d'avoir 22, 24 élèves. Et puis, bon, j'ai jamais vu, vraiment, j'ai vu les enfants maintenant, ils arrivent, ils font la queue, ils font vraiment les gestes super bien pour se laver les mains. Ils sont magnifiques, ces enfants-là. Ils ne se posent pas la question, ils arrivent très respectueux et aussi tout en sachant que c'est important pour notre école. Et puis aussi, de même, quand ils rentrent à la maison le soir aussi, il y a quand même que ça continue, cette protection pour la famille, pour les grands-parents, les parents, etc. Oui, parce que c'est des quotidiens qui sont chamboulés, notamment savoir que ces élèves-là viennent parfois de pays à risque. Oui. Il a fallu les tester, les mettre en quarantaine. Enfin, comment ça s'est passé, ce quotidien-là ? Alors donc, pour nous, on a eu très peu de cas, en fait, des enfants qui sont partis en vacances très loin. On avait une famille, d'ailleurs, qui sont partis à Noël. Ça faisait plus d'1 an qu'ils n'ont pas vu la famille à l'étranger. Et puis, on a mis en place un système où on pouvait effectivement, ils pouvaient continuer leurs études à distance, soit avec les packs qu'on avait préparés en avance, que les mamans les avaient accompagnés. Généralement, c'est la maman qui accompagnait à la maison. Et aussi, on a gardé le contact à travers les vidéoconférences pour juste veiller à ce que tout se passait bien à la maison. Et puis, ils sont revenus comme s'ils n'avaient jamais raté un jour d'école.
Ouais, c'est ce qui est surprenant en vous écoutant, c'est qu'on a l'impression que tout est très facile finalement. Je pense que j'ai de la chance en fait d'arriver au mois d'août et ne pas avoir eu à faire l'expérience au mois de mars. Je pense que c'est tout à fait deux choses différentes. En même temps, les attentes sont beaucoup plus élevées. Maintenant, c'est un peu, voilà, c'est du vécu, on a vu ça. Les gens attendent qu'on soit très organisés. Ouais. Vous vous adaptez aussi continuellement. Depuis 2 semaines, vous avez adopté le masque transparent. Pourquoi? Oui, c'est juste avec les petites classes, parce que là, c'est vrai, on a reçu ça il y a quelques semaines. Et enfin, les petits élèves peuvent voir la bouche de la maîtresse. Et puis, quand il s'agit d'apprendre les sons, ou on fait la planète des alphas pour apprendre à lire, ils disent, voilà, on peut voir la forme de la bouche, c'est très important. En tant que Mary Poppins, c'est ce que vous avez trouvé dans votre sac? Alors, c'était pas mal de sortir ça. En fait, j'ai quand même distribué ça avec beaucoup de bonheur le matin même. Je dis, regardez ce qu'on a reçu. Et tout de suite, les profs, ils étaient ravis de les mettre. Et puis, mais les enfants, ils avaient un regard pour dire, voilà, ça ressemble à... C'est ça la bouche de la maîtresse, parce qu'ils ont rarement vu. Donc, ça faisait vraiment plaisir de voir ça. À courte durée, on met ça quand même, ça passe ça toute la journée. Donc, c'est important aussi pour les précautions sanitaires. On change les masques comme on doit changer les masques habituellement. Mais ça a vraiment changé la donne pour les maîtresses et puis pour les élèves aussi, effectivement. Les sons, parfois, on a vraiment besoin de voir les lèvres pour apprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez jusqu'ici, plusieurs mois qui sont déjà passés? Vous nous dites, on apprend aussi au quotidien. Qu'est-ce que vous souhaitez retenir de cet enseignement-là que vous avez fait et que vous souhaitez appliquer tant chez les enseignants que chez les élèves? Qu'est-ce qui va rester pour la suite? Mais je pense que pour moi, c'est vraiment d'être dans la bienveillance. Parce que finalement, la base académique, elle est là. C'est quelque chose qui évolue. Et qu'on est très réactive en fait par rapport à ça. On a vu dans toutes les écoles finalement qu'on a dû vraiment apprendre à développer les systèmes autres qu'on avait l'habitude. Mais là, au fond de ça, c'est vraiment ce sens d'humanité, ce sens de se dire, mais si avec la bienveillance et la bonne humeur et la joie, on peut tout réussir ensemble, mais sachant qu'on veille à ce que notre bien-être soit vraiment très protégé, parce qu'après tout, on est dans un lieu d'apprentissage, mais surtout dans les meilleures conditions possibles, malgré ce qui se passe à l'extérieur dans le monde actuel. Autrement dit, quand vous dites les meilleures conditions possibles, qu'est-ce que ça veut dire? Que le fait que ce soit une école privée, qu'il y ait de l'argent, forcément, ça aide? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais que non. Je pense, parce qu'on a beaucoup réfléchi à cette question pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut... c'est dommage, en fait, de privilégier certains enfants quand les autres aussi, ils ont autant besoin d'accès à certains outils. Mais là, ce qu'on favorise beaucoup actuellement, c'est l'école à ciel ouvert. Et pour nous, c'est vraiment ça, c'est accessible à tous les enseignants, à tous les enfants, le fait de pouvoir aller à l'extérieur et d'utiliser l'environnement naturel pour apprendre. Et puis justement, il n'y a rien de mieux actuellement que d'être effectivement en plein air. On a bien vu, il y avait un défi de 1000 heures à l'extérieur pour le mois de février, qui est fantastique, mais il faut quand même le faire, les 1000 heures. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans l'approche de tous les enseignants qu'on soit dans cette bienveillance. Moi, je souligne ce mot. Et puis de dire, mais tout est possible avec beaucoup de créativité et beaucoup d'imagination. Et pas forcément avec les iPads, les ordinateurs, etc. Mais vraiment, oui. Ouais. Pour terminer, la Mary Poppins de l'enseignement, pourquoi est-ce qu'on vous appelle comme ça? Alors ça... il faut peut-être poser la question à la personne qui avait trouvé ce nom. C'était une élève, oui, effectivement. Ça fait plus de 27 ans que j'enseigne. Pour moi, avant tout, je suis enseignante dans le cœur. Moi, j'adore venir tous les matins, retrouver les élèves, soit que ce soit les élèves de ma classe ou les élèves des autres, et que de juste communiquer avec eux, voir un peu comment ça se passe la journée, et pour eux, que ça soit vraiment un grand plaisir de venir au quotidien dans un espace éducatif. Et puis, on apprend et on s'amuse tout le temps. Ouais, voilà qui donne envie de retourner à l'école. Je ne sais pas vous, à la maison, moi en tout cas. Je suis ravie, Nathalie Adams-Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.
Les Suissesses n'ont rien pu faire samedi face aux Russes lors des matchs de qualification pour l'Eurobasket féminin. L'équipe nationale s'est malheureusement inclinée 103-47 et n'aura pas la chance de disputer la compétition cet été. Mais parmi les joueuses sélectionnées dans cette équipe suisse, il y avait 3 Nyonnaises, Méline Frankina, Eva Ruga et Laure Margot. 2 d'entre elles sont avec nous aujourd'hui sur le plateau d'NRTV. Elles reviennent à peine de Russie et malgré le décalage horaire, elles sont venues nous parler de leur expérience. Bonjour Méline et bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors, comment ça s'est passé cette expérience russe, Méline? C'était une expérience très enrichissante. C'est vrai qu'on n'a pas la chance d'aller très souvent en Russie, donc déjà c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que c'était une semaine assez spéciale, aussi due au Covid, mais ouais, c'était vraiment... Méline, toi, tu étais déjà partie, tu avais voyagé en Bosnie en novembre dernier pour disputer aussi des matchs de qualification en équipe suisse. Laure, par contre, toi, c'était ta première. Alors, comment tu as vécu ça? Pas trop déçue aussi, justement, avec les résultats? Alors, moi, j'étais très contente déjà d'être sélectionnée pour cette fenêtre-là. Ça s'est super bien passé. Après, les résultats, forcément un peu déçus, notamment pour le match contre la Bosnie. Mais ça va, on a fait plutôt une bonne performance, du coup, ça va, contente. Ouais, parce que contre la Bosnie, vous avez perdu 62-67, donc ça s'est joué vraiment à rien du tout. En revanche, contre la Russie, je le disais, c'était très compliqué. Méline, vous saviez, en fait, en affrontant la Russie, vous les aviez déjà affrontés aussi, que c'était une équipe très compliquée à battre. Oui, c'est clair, quand on voit les joueuses de leur équipe, c'est toutes des joueuses professionnelles, la plupart qui jouent en Euroleague, donc c'est quand même un niveau nettement supérieur au niveau suisse. Donc on ne s'attendait pas forcément à créer l'exploit. Après, le but, c'était de faire la meilleure performance possible. Et c'est vrai que ça a été difficile, mais je pense qu'on peut être quand même satisfaite de notre match. Laure, qu'est-ce qui vous aurait manqué justement pour affronter la Russie? Déjà un peu de taille, parce que la plupart des joueuses en Russie font plus d'1m90. Et nous, on a des grandes joueuses, mais pas forcément des gros gabarits. Et ensuite, oui, un peu plus d'expérience, un peu de professionnalisme aussi de notre côté, mais on s'est quand même bien donné. Contre la Bosnie, justement, c'était pas trop difficile de perdre en fait ce match-là parce que vous étiez à peu près fixé sur votre sort à ce moment-là. Comment justement on rebooste un peu le moral des troupes suite à un match comme ça pour ensuite affronter la Russie? Méline? Je pense qu'on était quand même satisfaite de cette performance parce qu'il ne faut pas oublier que la Bosnie, c'est aussi une grosse équipe. C'est quand même pas facile de jouer un match comme ça. Donc on était déjà quand même contente que ce soit un match serré, d'avoir fait une belle performance. Et après, c'est clair qu'on était déçus du résultat, mais on n'avait pas forcément de pression à ce niveau-là. Donc on s'est dit qu'il fallait continuer à tout donner pour le match d'après et c'est ce qu'on a fait. Comment on se prépare à un match comme ça en équipe suisse? Donc vous jouez d'habitude en club dans le Nyon Basket féminin. Là, Laure, toi, c'était la première fois aussi que tu partais. Donc en équipe suisse, comment on se prépare? C'est différent la manière de faire? Alors, c'est un peu différent comparé à nos clubs. Donc on s'entraîne déjà 2 fois par jour. Après, là, la préparation qu'on a eue cette semaine était un peu plus courte, vu avec le Covid, on a dû se faire tester, etc. On n'a pas pu s'entraîner direct. Donc toutes les joueuses doivent se faire tester avant de disputer un match, c'est ça? Quand on arrive, on doit se faire tester, pas qu'il y ait de soucis. Après, on a une courte préparation, mais plutôt bonne. Et vu le résultat contre la Bosnie, on était plutôt satisfaite aussi. Vous êtes resté une semaine au total et vous avez disputé donc les 2 matchs dont on a parlé. Méline, qu'est-ce que ça changeait justement de jouer à l'étranger, de jouer en Russie et puis sans public aussi? Finalement, on a joué avec du public. Donc déjà, ça, c'était quand même quelque chose, un événement, vu que ça fait des mois qu'on joue sans public. Donc c'était vraiment assez chouette. Et c'est vrai que c'est tout un cadre où on est vraiment dans cette bulle. Donc je trouve que c'était vraiment une très belle expérience de jouer là-bas. Et pour vous, justement, qui jouez à Nyon, jouer en équipe suisse, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis, qu'est-ce que ça représente pour le Nyon Basket féminin, qui, on le rappelle, a donc 3 joueuses de Nyon qui ont joué là en équipe suisse? Alors, nous, on est super fiers déjà de se dire qu'il y a 3 Nyonnaises qui sont en équipe suisse. On est super contente de représenter le club comme ça. Et après, pour nous, aussi de représenter notre pays, on est super fiers.
Donc maintenant, malheureusement, alors donc vous ne disputerez pas l'Euro, mais en revanche, avec le Nyon Basket féminin, vous êtes encore dans la course pour la Coupe Suisse. Il a les quarts de finale bientôt, les dates ne sont pas encore connues, mais c'est votre prochaine étape. Méline, du coup, vous allez vous concentrer là-dessus. Comment vous allez vous préparer pour aborder ces quarts de finale avec Nyon? C'est clair que notre but, c'est vraiment de passer ces quarts de finale. On a attiré Elios, c'est le match qu'on a d'ailleurs samedi en championnat, donc je pense que ce sera déjà ça le début de notre préparation, essayer de faire le meilleur match possible samedi, et ensuite se donner à fond, et le but c'est vraiment d'essayer de passer en demi-finale. On va vous suivre en tout cas donc, dans cette compétition. On vous souhaite plein succès. Puis merci encore d'être venu à peine poser pied à terre en Suisse après votre voyage en Russie. Merci Méline et merci Laure. Merci. À très bientôt. Merci. Espionne, militante, entrepreneur, comédienne, politicienne ou encore athlète, les Suissesses sont audacieuses, ingénieuses ou courageuses. Des histoires vraies à découvrir dans l'ouvrage intitulé 50 Suissesses sensationnelles. Et on en parle aujourd'hui avec la co-auteure Cathy Ayot. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et j'aimerais bien aussi remercier le BPW, l'association qui nous a mis en contact, c'est la Business Professional Women Lake Geneva. Merci. Ouais, c'est important à le dire parce que c'est des femmes qui soutiennent des femmes et ça fait plaisir aujourd'hui de le soulever. Ouais. Alors, un livre qui raconte l'histoire de 50 femmes, pourquoi avoir écrit justement ce livre? Quel était le but? Bon, en fait, on est 5 femmes à avoir écrit ce livre. Laurie, une des auteurs, avait l'idée en tête pendant un moment, mais l'anniversaire du droit de vote des femmes, évidemment, on s'est dit c'est maintenant le moment de mettre en avant les femmes suisses. Et justement, c'est ça le but, c'est de mettre en avant les femmes suisses. Je crois que la Suisse apprécie ce genre de livre déjà parce que le soutien qu'on nous montre, c'est vraiment fantastique, c'est incroyable. Alors, ces 50 femmes que vous avez choisi d'illustrer et de mettre justement en image, comment est-ce que vous les avez choisies? Là, c'était très difficile. Je vous dis, franchement, c'était très, très difficile. Mais pour nous, le plus important était de montrer la diversité des luttes, des rêves, des réalisations des femmes suisses. Alors, on a voulu des femmes d'hier, d'aujourd'hui. On a voulu inclure les femmes célèbres qui sont vraiment représentatives de la Suisse, comme Ruth Dreyfus ou Emily Gore. Mais on a aussi voulu inclure des moins connues, mais des femmes qui nous inspirent quand même. En plus, voilà, on a aussi voulu inclure des femmes qui sont nées en Suisse, mais aussi des femmes qui sont devenues suisses un petit peu plus tard dans leur vie. Ouais, alors tout ça, on peut le voir et le découvrir à travers un livre dont on a d'ailleurs quelques images avec une touche bande dessinée. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire? Mais en fait, le livre, à la base, c'est pour enfants. Alors, on a voulu rendre intéressant pour les enfants. Alors, l'illustratrice Mireille Lachose, c'est elle qui a fait toutes les illustrations. Moi, je trouve magnifique. C'est attirant pour les enfants et on espère les adultes aussi, parce que c'est très beau comme livre. Le message derrière ce livre, c'était lequel? C'était de montrer ces femmes comme des héroïnes ou pas forcément comme des femmes de la vie de tous les jours? Mais en fait, on a voulu dire que les femmes extraordinaires ne sont pas hors du commun, en fait. Et les femmes suisses extraordinaires ne sont pas hors du commun. Alors, elles sont partout et on a voulu les mettre en valeur plus souvent, voire tout le temps, pour que les enfants puissent grandir avec cette idée en tête que les femmes font aussi des choses très extraordinaires dans toute la vie, en fait. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il y a encore un combat à mener ou non? Ah oui. C'est lequel? Oui. Un petit peu de tout. Il y a toujours des droits, mais c'est surtout dans la pensée du monde. En fait, pour vous donner une idée, quand on a commencé à écrire ce livre, on s'est dit où est-ce qu'on va trouver 50 femmes? Alors déjà, le fait qu'on soit 5 femmes
qui se demandaient si on va trouver 50 femmes extraordinaires. On aurait dû savoir, mais bien sûr qu'on va trouver 50 femmes extraordinaires. Mais c'est quelque chose qu'on répète assez souvent que, voilà, on entend les histoires des hommes, mais pas souvent ça des femmes. Ouais. Et à l'avenir, est-ce que ça vous a donné aussi envie d'écrire sur les hommes, 50 hommes extraordinaires? Moi, personnellement, pas trop. Je pense qu'il y en a. J'invite quelqu'un d'autre à le faire. Mais on a des autres idées. On a plein d'autres femmes qu'on aimerait écrire quelque chose dessus. Et des enfants, voilà, tout ça. Ouais. À l'avenir, où est-ce qu'on pourra, parce que ce livre est sorti justement juste il y a quelques jours, je crois, dimanche, c'est ça? Où est-ce qu'on peut le trouver? Oui. On peut le trouver en librairie, alors on peut le commander en librairie. Aussi, c'est Bergely, l'édition Bergely qui l'a sorti. Alors si vous allez sur bergely.ch, vous pouvez commander. Cathy Eyo, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ces 50 histoires extraordinaires, ces 50 Suissesses exceptionnelles, sensationnelles. C'est le titre de l'ouvrage, 50 Suissesses sensationnelles. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 8 février. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.